Bonsoir et bienvenue à tous. Depuis plusieurs semaines maintenant, l'Ordre national des médecins du Cameroun est en proie à une crise. Depuis mars 2022, le mandat du président sortant, le docteur Guy Sandjon, est échu et l'Ordre n'arrive pas à tenir une assemblée générale élective pour renouveler ses organes. Cette crise a amené la tutelle à intervenir. Cette ingérence du ministre de la Santé publique a été très mal appréciée par certains médecins candidats à la présidence du Conseil de l'Ordre. Ils soupçonnent d'ailleurs le ministre Manaouda Malachi de vouloir imposer au forceps un des 7 candidats dans l'intention de caporaliser l'ordre. Certains candidats s'y sont viscéralement opposés et ont d'ailleurs saisi la justice. Et l'Assemblée générale, qui était une nouvelle fois convoquée pour le 18 janvier 2023, a été reportée sine die. Comment en est-on arrivé à cette crise? Que fait le ministre de la Santé publique dans l'organisation des élections à l'Ordre national des médecins du Cameroun? Que prévoient les textes dans une situation de crise? L'interpellation du président de la République par une lettre ouverte du professeur Aimé Boni et les instructions du chef de l'État à ce sujet représentent-elles une lueur d'espoir dans le règlement de cette crise? Quelles sont les pistes possibles de sortie de crise? Quelle peut être la contribution des médecins de la diaspora, notamment à la résolution de cette affaire? Pour décrypter cette problématique, nous avons choisi de donner la parole ce soir à un médecin qui côtoie justement cette diaspora et les médecins des hôpitaux de France. C'est vrai qu'il est également médecin des hôpitaux au Cameroun. Il est cardiologue et président de l'Association panafricaine de rythmologie. Notre invité ce soir est le professeur Aimé Boni. Professeur, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur Duval-Fangoua. Bonsoir à monsieur Formier. Excusez-moi. Bonsoir à tous les techniciens. Bonsoir aux téléspectateurs. Et bonsoir à la direction de notre média chouchou, Equinox TV. Bonsoir à tout le monde. Professeur Aimé Boni, pour mener cet entretien, nous sommes avec Armstrong Formier. Bonsoir Armstrong. Good evening, Juva. Good evening, ladies and gentlemen, fans of your number one program, La Verity and Fast. This is another edition. We're glad that you are staying with us, close to be informed, and of course, we're happy. Tonight, we are receiving a guest, as you got in French from Juva. We are receiving Dr. Professor Aimé Boni. He is a medical doctor and a specialist, a cardiologist. He works with hospitals in France, but also in Cameroon, and of course, a teacher. Haven't taught students in the University of Douala and elsewhere. We're happy that he's accepted to be our guest tonight. Professor Aimé Boni, thanks for accepting our invitation. Thank you a lot, Mr. Formier. It's my pleasure to be here. I'm proud of that, and I hope we will discuss deeply about our council and also other topics. Yeah, thank you very much. Professeur Aimé Boni, on va y aller immédiatement sans anesthésie. Que se passe-t-il à l'Ordre national des médecins du Cameroun au point où vous êtes obligé d'interpeller le président de la République à travers une lettre ouverte? Alors pour parler de ce qui se passe, il faudrait peut-être qu'on définisse d'abord ce que c'est que l'Ordre des médecins et quel est le rôle de l'Ordre des médecins qui pourrait donc susciter une telle mobilisation de tout le corps médical camerounais. L'Ordre des médecins, qui existe dans tous les pays du monde, est cette organisation qui regroupe tous les médecins d'un pays, à effet de réguler l'activité de cette profession qui est quand même une profession sensible. Parce que comme vous le savez, nous soignons quand même des êtres humains, nous avons la vie des êtres humains, donc la santé d'un pays entre les mains. Et il ne faut pas faire n'importe quoi, il ne faut pas des intrus, il ne faut pas des gens qui n'ont pas été bien formés, des gens qui ont de mauvaises intentions, une mauvaise pratique médicale. Et tout ça est donc régulé par l'ordre, par le biais donc d'un code de déontologie. Ce code de déontologie donne donc des devoirs, des obligations aux médecins, mais aussi des droits. Voilà. Alors, donc, c'est quoi les devoirs, par exemple? Le médecin doit bien soigner son malade, doit informer le malade, ne doit pas prendre des attitudes, des postures, une prise en charge qui va mettre en danger le malade. Le patient doit donner son accord pour une prise en charge.
Donc il y a ce qu'on appelle l'information au patient. Et s'il y a quand même erreur, parce que ça peut arriver, le malade doit être capable de s'adresser à une instance qui va permettre de juger l'acte du médecin. Parce qu'il faut savoir qu'un juge classique n'est pas capable de dire si le médecin a eu une bonne prise en charge ou pas. C'est d'abord l'ordre, parce que l'ordre, c'est des médecins. Nous savons exactement si nous avons bien fait ou nous n'avons pas bien fait, si un collègue a bien fait ou il n'a pas bien fait. Donc, le médecin, le patient peut s'adresser à l'ordre qui va convoquer le praticien et va juger de sa responsabilité ou pas. Parce que parfois, on peut commettre des erreurs, mais pas de mauvaise foi, peut-être parce qu'on n'a pas assez de moyens pour le faire. Donc ça, c'est le rôle de l'ordre. Mais ce n'est pas seulement un rôle répressif, c'est aussi un rôle pédagogique. On doit pouvoir expliquer aux jeunes médecins que quand vous arrivez dans cette profession, il y a des us, des coutumes, des devoirs, le respect déjà du malade, mais aussi du collègue. La confraternité est très importante à l'ordre. Voilà un autre aspect. L'ordre des médecins a aussi pour rôle de faire le plaidoyer des médecins vis-à-vis de la tutelle, qui est le ministère de la Santé et donc du gouvernement. Parce qu'on a besoin des moyens pour pouvoir travailler. Et souvent, ces moyens-là ne sont pas au rendez-vous. Et donc, l'ordre peut jouer ce rôle-là pour dire à la tutelle, ben, écoutez, donnez-nous des moyens, ce qui va nous permettre de mieux prendre en charge les malades et d'éviter les évacuations sanitaires, dont on parlera certainement. L'ordre a aussi un rôle social. Parce que les médecins, vous savez, ils ne sont pas tous en bonne posture sur le plan financier matériel. Et il y a des médecins qui connaissent subitement une certaine perte d'activité et ils doivent pouvoir se retourner vers l'ordre pour dire que je suis en difficulté. Et l'ordre qui a normalement des cotisations et d'autres revenus doit pouvoir aider ces personnes-là. L'ordre doit pouvoir aider les médecins à s'installer. Donc, il y a un rôle social. Il y a beaucoup donc d'implications de rôle dans la vie d'un médecin. Et enfin, je vais dire ceci. Vous savez que le Cameroun a la particularité d'avoir beaucoup de ces médecins, surtout les spécialistes, qui se forment à l'étranger. Et même parfois, pas que des spécialistes, mais même des médecins qui se forment à l'étranger. Alors l'ordre aura pour rôle de savoir ce médecin qui s'est formé à l'étranger, qui revient pour exercer ici, est-ce qu'il a une bonne formation? Est-ce qu'il a même le diplôme qu'il nous présente? Et même un vrai diplôme, il a un bon diplôme. L'ordre a le rôle de réguler tout ça pour que nous soyons dans une prise en charge optimale, harmonisée pour le bien de la population. Alors peut-être avant de continuer sur la question que je vous ai posée, il y a un détail qui paraît important peut-être pour la gouverne des téléspectateurs. Vous avez indiqué qu'il peut arriver qu'un patient saisisse l'ordre. Est-ce que c'est des cas qui sont souvent arrivés et quel est le créneau, quel est le canal par lequel un patient qui n'est pas d'accord avec la façon de faire d'un médecin peut se plaindre auprès de cet ordre national des médecins du Cameroun? Alors, vous savez qu'il y a par exemple, il y a eu quelques cas, on a abordé ça. Le cas le plus récent, c'est un avocat qui est décédé à l'hôpital à Quintini. Et on apprend que l'ordre des avocats s'est constitué et a porté plainte contre la Quintini. Donc, c'est une plainte qui va directement au pénal. Alors qu'en réalité, dans un pays bien organisé, enfin, je ne dis pas qu'on n'est pas bien organisé, mais dans une structuration bien faite, normalement, ces avocats devraient s'adresser à l'ordre des médecins pour se plaindre d'une certaine misconduction in English regarding the colleagues. And the council should have been invite doctors, the hospital, to give their response about this case. And the council can decide that, yes, here we have all proof that there are misconduction. We will give some reports about it. And if one of two parts are not agree, they can go to the court. Mais ici, là, on switch donc l'ordre des médecins parce que l'ordre des médecins, justement, est
absent aujourd'hui, ne joue pas son rôle. Et c'est pour ça que les gens, ceux qui savent, et les avocats, c'est leur job, ils savent. Mais vous imaginez le nombre de patients, des familles qui sont foulées, et réellement foulées, dans leurs droits de malades et qui ne savent même pas à qui s'adresser. Mais ils doivent d'abord s'adresser à l'ordre, puisque d'ailleurs, il n'y a pas de frais pour ça. Alors que si vous battez en justice, vous devez prendre un avocat, et puis bon, ça peut... Mais à l'ordre, vous allez être soutenu par l'ordre, et l'ordre va vous écouter et va vous aider à élucider la problématique. Et d'ailleurs, à la suite de ça, parce que je vous ai dit que l'ordre n'a pas qu'un rôle répressif, mais aussi de conseil, l'ordre peut conseiller à ce médecin qui a une prise en charge, enfin une mauvaise prise en charge, mais pas forcément malveillante. Mais il va dire que non, en fait, ce n'est pas ce qu'il fallait faire. Voici ce qu'il faut faire et désormais, ne faites pas ça. Et comme vous avez déjà été averti, et si vous recommencez, là, l'ordre va donc être répressif en ce moment. Et on peut vous suspendre, on peut même vous aller jusqu'à une radiation. Donc, vous dites qu'un patient qui n'est pas d'accord avec une façon de faire peut saisir l'ordre par correspondance? Doit saisir l'ordre par correspondance. Effectivement, il y a l'ordre est constitué donc du président et puis des conseillers. Donc, il y a 3 collèges et chaque collège a 5 conseillers. Il y a une chambre disciplinaire à l'ordre. Et donc, si vous avez une plainte, vous adressez par courrier, vous pouvez aller directement au siège de l'ordre et déposer le courrier contre décharge. Voilà, vous pouvez le faire. Vous pouvez, si vous connaissez des conseillers, vous les appelez, vous les interpellez et ils vont faire suivre votre doléance. Et l'ordre a l'obligation de vous recevoir, de vous écouter et de convoquer la partie adverse qui est donc le praticien ou l'hôpital en question. Prof, in this case, can a patient take that decision against a medical doctor who is not a member of the Cameroon Medical Council? Normally, all doctors practicing in Cameroon must be a member of medical council. It's an obligation. It's the obligation. You can't work in any country. You can't work without having a number from your council, membership number. The membership number. You can't. But the problem is that in Cameroon, many people don't pay their contribution. This is one of the difficulties we have, owing to the fact that people don't see the importance of a council. But this behavior is now changing because we all aware of the fact that we need have a strong medical council. Now, if in case where a doctor comes to Cameroon and he has not gone directly to get the membership number from the Cameroon Medical Council, what can the Cameroon Medical Council do in order to bring this doctor, to oblige the doctor? Do they, and in other words, do they have the powers to stop the doctor from operating in Cameroon if he has not paid allegiance to the council? You know, normally, if you work without the permission of medical council, so you don't have number, you are hors la loi. You know, you are yes, hors that's la an loi. illegal activity. So illegal activity. Normally, if the council knows that, they can send the request to the Minister of Health and even to the Minister of Justice. You can go to the prison. Mostly if you experience a miscondition, the loss of patient, you will go to the, because you don't have the right to work without the permission of that. Alors, on va peut-être revenir sur les probables ou les possibles contentieux qui peuvent exister entre les patients et leurs médecins et le rôle que l'Ordre national des médecins du Cameroun peut jouer à ce sujet. D'ailleurs, il y a une actualité, on va le dire, on se souvient qu'il y a pratiquement 2 ans, il y a un avocat qui est décédé à l'hôpital général de Yaoundé dans des circonstances assez équivoques. Maître Sylvain Swop, qui était, on va dire, le patron du collectif des avocats du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Cela a provoqué une grosse polémique. Et d'ailleurs, on a appris plus tard que le rapport d'enquête qui avait été
le rapport d'enquête qui a été rendu public par la commission d'enquête qui travaille sur le sujet a effectivement indiqué qu'il y a eu un certain nombre de manquements et on va peut-être analyser ça dans la deuxième partie de l'émission pour voir un peu quels peuvent être les tenants et les aboutissants d'une telle affaire. Mais je voudrais qu'on reste sur la question principale que nous avons évoquée en tout début d'émission. L'Ordre national des médecins du Cameroun charrie visiblement beaucoup de passion. Il y a depuis plusieurs semaines maintenant une grave crise dans cette corporation qui vous a amené, vous, professeur Aimé Boni, à écrire au chef de l'État. De quoi s'agit-il exactement ? Il s'agit de ce que l'Ordre doit renouveler son bureau, composé donc d'un président et des conseillers qui constituent donc les 3 collèges de l'Ordre. Il y a le collège des fonctionnaires, le collège des privés laïcs, le collège des privés confessionnels. Alors, le mandat de l'exécutif sortant a échu, comme on l'a dit, en mars 2022. Okay, le 21 mars 2022, si je ne m'abuse. Et selon la loi, ce conseil devrait organiser une assemblée générale élective avant de partir. Et cette assemblée a été convoquée pour le mois d'avril, le 19 avril, c'est-à-dire un mois après cette décision, la convocation de cette assemblée. Malheureusement, cette assemblée a accouché d'une souris parce que, a priori, il n'y a pas eu le quorum atteint. C'est-à-dire qu'au moins des 2/3 des membres inscrits à jour, les 2 collèges. Et, selon la loi toujours, celui qui a convoqué une assemblée générale, et encore que cette assemblée, il faut le dire, elle avait pour but principal de nommer un bureau qui va conduire les élections, un bureau de l'Assemblée élective. Et donc, comme ça n'a pas pu se faire, ça a donc été reconvoqué pour le 19 mai. Autant le bureau exécutif peut convoquer une Assemblée générale extraordinaire, puisque l'objectif c'était donc d'élire le bureau électoral. Le ministre aussi, qui est la tutelle, peut le faire. Mais il se trouve que comme c'est le bureau exécutif qui a donc convoqué la première assemblée qui a échoué, et donc elle a un délai d'un mois pour convoquer la deuxième assemblée. Donc normalement, ce bureau devait convoquer la deuxième assemblée qui était donc prévue pour le 19 mai. Mais curieusement, entre-temps, le ministre lui convoque cette assemblée pour le 13 mai. Et cette assemblée se tient dans le 13 mai. Et là, on est déjà dans une première illégalité. Parce que c'est celui qui a convoqué la première, qui a encore, tant que tu restes dans le délai légal de 30 jours, tu dois convoquer la deuxième. Le ministre switch donc cette procédure et convoque, lui, l'Assemblée le 13 mai. Et cette Assemblée se tient, mais il se trouve qu'a priori, elle n'avait pas aussi le quorum atteint, puisqu'ils étaient moins de 90 membres. Parmi les 90, apparemment 15 à peu près n'étaient pas à jour de leur cotisation et il y avait 35 procurations. Il faut dire qu'on dénombrait plus de 1000 médecins à jour de cotisation à cette époque-là. Donc, cette assemblée s'est quand même tenue et elle a donc validé des statuts qui aujourd'hui sont querellés. Donc là aussi, on dit que cette assemblée n'est pas légale par rapport à cette disposition de l'article 31, si je ne m'abuse, mais ça a été fait. Alors il se trouve que le ministre, lui, qui est aussi fondé pour apporter des amendements au statut qu'on lui propose, doit le faire dans un délai de 30 jours. Mais il l'a fait dans un délai dépassant les 30 jours. Donc, deuxième irrégularité. Et les amendements qu'il fait, parmi lesquels l'article 96, qui veut que, normalement, pour être candidat au bureau, et notamment comme président de l'ordre, vous devez avoir appartenu à un conseil, pas forcément le précédent, mais un des conseils depuis l'existence de l'ordre qui date de 1957. Alors, il fait sauter ce verrou. Donc, tout le monde peut se porter candidat. Il y a des pros, cette disposition, et des contre. J'avoue que moi aussi, j'ai du mal à comprendre
qu'on doit d'abord avoir appartenu pour postuler. Hein. Tout le monde devrait pouvoir, tout le monde qui se sent capable. Mais il est vrai aussi que quand on regarde le fonctionnement des associations, nous parlons des associations scientifiques, en cardiologie et autres, vous ne pouvez pas partir de nulle part pour être président de la Société européenne de cardiologie, la Société américaine de cardiologie, même la Société camerounaise de cardiologie. Ce n'est pas possible. Vous devez être dans le mou. Vous avez été membre, vous avez été quelque chose, et après il y a une élection. Il y a en Occident ce qu'on appelle président élect. C'est-à-dire qu'on vous élit, c'est vous qui allez devenir président peut-être dans 2 ans. Vous êtes déjà au bureau pour accompagner le président actuel, voir comment est-ce que ça fonctionne. Et vous devenez président. Et quand vous devenez président, à cette assemblée-là, où on vous consacre maintenant président, on va encore élire le futur président, l'autre président élect. C'est comme ça que les Occidentaux Quel fonctionnent. est l'intérêt de cette façon de faire? L'intérêt est que, quand vous ne connaissez pas une maison, vous venez là, vous sortez de nulle part, vous aurez des difficultés à manager cette maison. C'est pas possible. Le président de la République du Cameroun, je suis désolé, il n'est pas sorti de nulle part pour devenir président de la République du Cameroun. On connaît quand même son parcours. Il était dans les arcanes du pouvoir. Il était dans les arcanes. Donc quand le président Ahidjo lui donne le pouvoir, ce monsieur connaît exactement ce qui se passe là-dedans. C'est pour faire un peu une gestion quand on parle de gré à gré, du fils du président qui va devenir président et tout là. Ça ne peut pas marcher. Parce que ça ne se passe pas comme ça là, dans une république sérieuse, dans une société sérieuse, quelle que soit la société. C'est-à-dire que même une association, vous ne sortez pas de nulle part pour venir diriger. Alors pour revenir donc à la crise au conseil à l'Ordre national des médecins du Cameroun, vous indiquez donc que, pour faire un bref rappel chronologique, en mars 2022, le mandat du docteur Guy Sandjon, qui est le président de l'Ordre, est échu. Oui. Un mois après, il y a une assemblée générale qui est convoquée, mais le quorum n'est pas atteint. Et le président de l'assemblée générale, qui a encore 30 jours pour convoquer la nouvelle assemblée générale, le fait notamment dans les délais qui sont prescrits. Sauf qu'entre-temps, il est donc court-circuité, c'est ce que vous avez dit, par le ministre de la Santé publique, qui convoque une autre assemblée générale qui, elle aussi, échoue. Mais entre-temps, il y a d'autres problèmes qui se greffent à cette... Non, qui n'échoue pas. Elle n'échoue pas. Celle-là se tient. Mais, bizarrement, elle a aussi une représentativité qui n'est pas optimale. Oui, mais puisqu'elle est querellée, cette Assemblée générale. Oui, mais puisque c'est elle qui est quand même, qui a été adoptée, on va dire, elle est illégale, mais c'est elle qui est là. Elle est illégale, c'est elle qui est là, mais sauf que même dans cette illégalité, il y a une deuxième irrégularité, qui est que lui, il apporte donc des amendements à ça dans un délai, hors délai, à plus de 30 jours. Non, ce qui est querellé ici, c'est les délais, les dispositions, le non-respect des dispositions légales. Absolument. En matière je veux dire, par rapport aux textes qui ont été adoptés et qui, visiblement, avaient pour objectif d'ouvrir le couloir à un candidat. C'est ce que... Voilà, parce que nous, dans le milieu, quand même, c'est notre milieu, c'est notre maison, on sait que le ministre de la Santé a son candidat. Voilà, il faut le dire. Maintenant, moi, je n'ai rien contre ce candidat-là, s'il mérite être le président. Mais ce que je ne peux pas comprendre, ce que je ne peux pas tolérer, et d'où d'ailleurs le j'accuse que nous avons adressé. Je ne suis pas le seul, hein, parce qu'il faut rendre à César ce qui appartient à César. Je suis peut-être l'initiateur de ce projet, de cette idée et tout. Mais vous savez que c'est un manifeste qui a été signé par plus de 110 personnes, 110 médecins. Et encore, je vais vous dire que on aurait eu 500 000 médecins qui auraient signé, qui sont d'accord avec ça. Mais on est dans un pays où les gens ont peur. Et les gens ont eu peur de signer. Je profite pour dire qu'il faut que les gens arrêtent avec l'histoire du tribalisme tout azimut dans ce pays. Parce que des collègues m'ont interpellé et nous interpellent et font des commentaires dans les forums de médecins où ils disent que regardez la liste des signataires, c'est toujours les gens de la même région. Moi, je ne suis pas Bamileke. Je suis le premier signataire de... Et il y a des médecins qui sont Bassa et autres qui sont dans cette co-signature. Mais le problème, c'est que c'est toujours les mêmes qui sont courageux et c'est toujours les mêmes qui sont peureux ou qui sont solidaires d'une certaine
mauvaise gouvernance. C'est toujours les mêmes. Comment on en vient à une situation comme celle-là où il y a une crise, où on pose des problèmes de légalité et il glisse des questions de tribalisme? Comment on en arrive à une situation comme ça? Mais parce qu'on est un pays où on nous parle du vivre ensemble, on n'est pas dans un vivre ensemble. Vous avez vu ce que monsieur, j'oublie son nom, il vaut mieux oublier son nom, l'homme politique là, qui est sur un plateau concurrent est allé déverser des inepties sur justement les listes des candidats où il n'y avait que les gens de la même région et tout. Monsieur Elimi Lobé. Ça, c'est de la pure connerie et il faut qu'on arrête dans ce pays avec ce genre de considération. Il faut qu'on arrête. Chaque tribu a ses particularités. Il y en a qui sont d'ailleurs solidaires, d'autres ne le sont pas. Bon, ben, écoutez, chacun est comme il est et tout. Mais on ne peut pas toujours vouloir tribaliser chaque débat. Le problème à l'ordre des médecins, il y a deux problèmes. Il y a que l'exécutif sortant a mal géré ses mandats. Ça, il faut le dire. L'ordre va très mal. Et aujourd'hui, les médecins ont pris conscience de ça, surtout les jeunes médecins, qui sont dans une situation de paupérisation abyssale. Ce n'est pas normal. À l'époque, quand on était petit, un médecin, vous savez, quand vous le voyez, vous sentiez que c'est quelqu'un qui a quand même un certain niveau de vie, qui vous rassurait. Mais aujourd'hui, le médecin ne vous rassure pas parce que vous sentez que lui-même, il a des problèmes déjà existentiels. Bon. Et donc... Le permettez, finissez. Oui. Finissez et donc, les médecins ont pris conscience. Il y a cet enthousiasme-là qui veut que... Et nous, déjà un peu de la génération intermédiaire, nous sommes aussi coupables de nous être pas occupés de notre ordre depuis tout ce temps-là. Moi, j'ai été inscrit à l'ordre en 2002. Vous imaginez, ça fait il y a quand même plus de 20 ans. Je n'ai jamais participé à une élection. Ce n'est pas normal. Donc, je suis aussi comptable de ce bilan qui n'est pas bon. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut essayer de remettre les choses en place, mais pas avec un ministre qui est fondamentalement dans l'arbitraire. Et ça, c'était l'objectif, c'est-à-dire que nous débarrasser de cette tutelle qui n'est pas crédible et essayer de voir ensemble comment nous racolons les morceaux. Il y a des griefs de part et d'autre. On peut reprocher à chaque candidat un certain nombre de problèmes. Voilà. Alors, on doit trouver le juste milieu en termes de statut, comment trouver des statuts consensuels pour pouvoir aller à une élection apaisée et avec un président qui, et moi c'est le plus important, qui aura un terme de morale, de déontologie. Un médecin qui est presque sans reproche. On ne peut pas être sans reproche, on n'est pas parfait. Mais un médecin qui, quand il parle au nom de l'ordre des médecins, que nous tous nous disions respect. Et croyez-moi, il y a à boire et à manger. Good qualities. There are qualities of a president that you want to see at the head of the Cameroon Medical Council. Now, looking at the qualities of this president and the argument that has been coming a few minutes ago, you denounced a statement made by a Cameroonian politician who was trying to question why about over how many mandates at the presidency, most of the presidents and the candidates came from a particular region in Cameroon, which in all sense of objectivity should not be a problem. But now I just want to know from you, is there any disposition within the bylaws, or call them the laws of the Cameroon Medical Council, that says that presidency should be rotating in terms of regions in Cameroon? No, we don't have such laws. I think that we don't need such law that is not objective, is not normal. It's not the matter of rotating about a region. I'm not pro this such governance of society. I think that, but of course, we can propose the rotation about college, because we have 3 colleges, okay? Each college is like one family. The problem of one college is not the same problem of other college. And with the term, which is 3 years, is a very good term, short term, that if the current president don't look very well to the problem of one college, when this college will come to the presidency, they will care of their problem. They will care of the problem. But ideally, you have to care of all problems. That's why we have a counselor in each college. We will put together all problems. The rotation among the college is a good thing, I think, first. The second thing, people talk about the fact that
since now, you know that we have just 3 presidents. And Mr. Limbi talk the false declaration saying that that they came from one region. No, they came from the private sector, which is not true. It's not true because Professor René Somba was the first president. Professor René Somba, so that is a fonctionnaire. So this is not a good. Il est resté un bon bout de temps à la tête de l'ordre. Mais très très longtemps. Donc c'est pour dire qu'effectivement, n'invitez pas des gens qui ne sont pas sérieux, qui vont venir ajouter de l'huile dans un feu qui embrase déjà tout le pays, parce que c'est quand même le pays qui est paralysé. C'est pour ça que si les médecins sont en grève, c'est le pays qui va mal. Et il ne faut pas une grève de médecins dans le pays. Je pense que c'est ce que le chef de l'État a compris en donnant une réaction positive à la lettre que nous avons adressée. I wanted to just say something, Jafar. It's still in line with the reaction of the President of the Republic. Now, one of the concerns you raised was that of the presence, the continuous presence of the minister. In one of the cases, they said that the minister, most of the doctors use the word that the minister is meddling into the affairs of the Cameroon Medical Council. A few minutes ago, while talking with Duval, you said that it is known by most of your colleagues that the minister has his particular candidate. But now, when I had time to go through the one of the most recent letters that was written by the Cameroon Medical Council, I saw there that was supposed to be signed by the president of the General Assembly. Of the General Assembly. But it is signed by the secretary for the president of the General Assembly. And one of your colleagues was explaining to us that they are accusing the minister of many things. One of the issues is that the minister took upon himself to convene a General Assembly, whereas he was not supposed to convene, whereas it was supposed to be convened by the president of the General Assembly. Now, my question is, where is the president of the General Assembly? Non, vous savez, on n'a même pas un président de l'Assemblée générale. L'Assemblée générale, c'est une chose, et le bureau exécutif, c'est autre chose. Il faut faire le distinguo entre les deux. On a le président sortant de l'exécutif sortant, qui est le docteur Guy Sandjon, qui est là. Bon, enfin, je ne sais pas trop ce qui se passe avec lui. Mais vous dites qu'il est là, pourtant, on apprend qu'il est porté disparu. Non, il n'est pas porté disparu. Il était en Belgique, enfin en Belgique, je pense, mais il est revenu, il est là. Il est là. Et la circulaire que vous voyez, de la convocation de leur bureau par le secrétaire général, le secrétaire général, il ne prend pas une décision sans consulter déjà le conseil et sans consulter son président. Donc, je crois qu'il est là. Maintenant, cette convocation de leur bureau exécutif, je pense que c'est un peu à la suite de la décision du président de la République de siffler la fin de la récréation et de demander au Premier ministre de s'occuper un peu de cette histoire. Voilà. Oui, mais avant qu'on y arrive, il faudrait qu'on fasse un vrai diagnostic. Vous le savez, docteur, oui. Lorsque le diagnostic est biaisé, évidemment que l'ordonnance ne correspond pas. Et puis, alors justement, je vais vous dire à propos de diagnostic. Moi, au-delà des articles qui sont même difficiles à comprendre par le commun des mortels, même pour nous, moi, je maîtrise peut-être le stéthoscope, mais les articles de loi, je les connais un peu. Parfois même, on n'arrive pas à très bien les interpréter. Et quand vous pensez avoir raison, parce que vous pensez que vous avez tous les articles sont là et tout, vous envoyez en justice. Et après, un juge vous déboute parce que peut-être il n'est pas fondé, vous êtes hors délai, ainsi de suite. C'est un peu compliqué la justice. Moi, je veux qu'on reste un peu simple pour les téléspectateurs. Je vais vous expliquer quelque chose qui s'est passé le 29 décembre. Le 29 décembre à l'Assemblée générale qui a échoué. C'est extraordinaire. Je vous dis encore que j'ai eu l'impression que nous sommes dans une république de banditisme, orchestrée par la tutelle. La tutelle. Donc, c'est-à-dire un ministre qui a bénéficié du décret du chef de l'État. Il y avait du banditisme. Pourquoi? Parce que déjà, alors que c'est illégal de constituer une liste électorale le jour de l'élection, c'est 10 jours avant au moins. Parce que la liste électorale, elle est conflictuelle. Les gens doivent pouvoir se pouvoir en réclamation si c'est que vous ne trouvez pas votre nom ou votre nom n'est pas dans la bonne case, et ainsi de suite. Déjà, on nous produit ça. Et là, il y avait tellement d'irrégularités. Ça sortait de partout. Des fausses procurations, des paiements OM à l'ordre de 500 000 francs
pour plusieurs personnes. Ben, moi, je ne savais pas que les médecins étaient devenus si riches qu'ils pouvaient cotiser pour beaucoup de gens et tout. Donc, il y avait ça. Et puis surtout, ce qui s'est passé, c'est que quand, lors de l'Assemblée générale, et on passait chacun à la tribune pour exprimer son accord ou son désaccord pour élire le bureau, il y avait beaucoup de griefs que nous avons tous relevés, moi entre autres. Et on dit qu'il ne peut pas avoir assemblée. Il y a eu blocus. Il y a eu tellement blocus que le président de l'assemblée élective, qu'on a donc élu là sur place, c'est-à-dire que c'est le doyen d'âge, plus donc ses collaborateurs, on les a élus là. Donc c'est eux qui deviennent les patrons de l'élection et pas le ministre. Le ministre n'est pas le patron de l'élection. Il a convoqué l'élection, mais il s'arrête là. Et encore, quand vous convoquez des gens, vous invitez les gens à venir chez vous, vous leur donnez à boire et à manger, non? Monsieur le ministre nous a laissé affamer. C'est quand même pas possible. Avec tout l'argent qu'il reçoit de l'État, le problème de Covid et tout ça, il a laissé les médecins affamés. Alors qu'on devait commencer l'élection à 8 h du matin, on a commencé l'élection à 17 h. À minuit, on était encore là, sans avoir mangé. Est-ce que c'est normal? Ce n'est pas sérieux, monsieur le ministre. Donc, en plus, le président du bureau, parce qu'il y a blocage, il dit, écoutez, on arrête. On renvoie l'élection à un autre jour. Et ce monsieur d'un certain âge, c'était le doyen, et tout, il se lève pour partir. Quand il est parti, ça veut dire qu'il n'y a plus élection. Le représentant du ministre qui était là, quand je dis représentant, le second représentant du ministre, parce que le premier représentant du ministre, c'était le professeur Richard Njok, notre estimé Richard Njok, ORL, ancien directeur de l'hôpital à Kintini. C'est un monument dans notre milieu médical. Aujourd'hui, secrétaire général au ministère Secrétaire général au ministère de la Santé. Et c'est lui qui représentait le ministre. Dans la commission. Dans la commission. Et donc, moi je ne sais pas, peut-être parce qu'il a tenu un discours qui ne correspondait pas à l'agenda caché de monsieur le ministre l'a débarqué séance tenante par un coup de fil. Comment ça? Je vous dis, je répète, téléspectateurs, sachez que monsieur Richard Njok, professeur titulaire, secrétaire général du ministère de la Santé, missionné par monsieur le ministre pour représenter la tutelle à cette assemblée générale du 29 général. Parce qu'il aurait tenu un discours qui ne correspondait pas à l'agenda caché de monsieur le ministre, a été débarqué par monsieur le ministre par un coup de fil que ce n'est plus toi. Et il a remplacé par, je crois, un de ses conseillers techniques et tout, un certain monsieur Boukar. On ne va pas en faire une histoire, ça c'est du pouvoir discrétionnaire du ministre qui veut dans la commission. Donc, Oui, mais le problème c'est que il y a agenda caché. Parce que le ministre veut absolument qu'il y ait élection ce jour. Cet agenda caché, c'est quoi, professeur Aimé Boni? Alors, je vais vous dire l'agenda caché. Mais avant de vous dire ça, un autre petit détail qui est important. Alors, quand on est à minuit passé, le président de l'Assemblée a déjà décidé qu'il n'y a plus élection. Nous, on constate que, moi je reste à cette Assemblée parce que mon téléphone était complètement à plat. Donc, je mets à la charge. Le temps de charger, je me rends compte que les gens, une partie de l'Assemblée est toujours là. Donc, la salle n'est pas vide. Et vous voyez des personnes quand même d'un certain âge déjà, mais qui sommeillent là au lieu de rentrer à la maison dormir. Peut-être qu'ils chargeaient aussi leur téléphone. Peut-être qu'ils chargeaient le téléphone, mais sauf que les prises de téléphone ne sont pas partout. Il faut être quand même dans les coins pour... Alors, et après la rumeur court qu'il y aura assemblée, il y aura vote. Et les gens qui ne voulaient pas le vote ont donc commencé à appeler ceux qui étaient déjà partis, que ben venez là, parce qu'apparemment cette histoire va se passer. Et j'étais avec... 3 collègues, on causait quand M. Bouka, donc le nouveau représentant du ministre, vient et dit à un des collègues avec lequel je suis, lui dit, il y aura vote. Ceux qui veulent aller au contentieux iront au contentieux après. On sait ce que c'est que le contentieux post-électoral dans ce pays. Donc il pensait... Et tout ça parce qu'il a eu les consignes de M. le ministre. Ça c'est quand même... très illégal, c'est irrespectueux de la loi. Un ministre ne peut pas décider d'aller au vote alors que ce n'est pas à lui de le faire et que le président de l'Assemblée élective a déjà dit qu'il n'y a plus vote. On est dans l'illégalité. Et donc, je me suis rapproché de ce conseiller, M. Bouka. Je me suis enregistré, j'ai un voice qui circule déjà dans les réseaux sociaux et dans ma page Facebook, où je lui disais que M. Bouka, dites à votre ministre que cette histoire, peut l'emporter. Et rappelez-vous d'une chose, c'est que Ben Ali, le président tunisien, est parti sur un détail. Et que lui, il peut partir sur ce détail. Aujourd'hui, quand même, le président m'a écouté. Le président de la République nous a écoutés. Puisqu'il est hors jeu.
C'est de ça qu'il s'agit. Professeur Rémi Boni, vous avez indiqué tout à l'heure, dans votre développement, que le ministre de la Santé publique a un agenda caché pour l'Ordre national des médecins du Cameroun. C'est quoi cet agenda caché? Alors, je vais vous dire. Le ministre supporte un candidat. On n'a pas de preuves. Nous avons un faisceau de preuves qui supportent un candidat. Lesquelles? Parce que déjà, si on veut être légaliste, il y a 2 candidats qui ne seraient pas candidats. Et pourquoi? Parce que selon les statuts de l'Ordre des médecins, sur le mode, les conditions pour être candidat, adopté à cette fameuse assemblée du 13 mai 2022, que le ministre a modifié en hors délai, c'est-à-dire plus de 30 jours après. Si on s'en tient à ces statuts-là du 13 mai, normalement, pour être candidat, comme je vous l'ai dit, il faut avoir appartenu à un conseil. Je ne dis pas que c'est bien. Et je pense même que ce n'est pas bien. Mais c'est le texte. Mais c'est le test. Mais moi, je pense que ce test-là doit être aménagé pour dire que pour être président du bureau, il faut avoir déjà fait ses classes. Mais pour être conseiller et tout, un nouveau peut venir être conseiller. Vous faites vos classes à ce niveau-là. Alors, donc, puisque le ministre, sa modification du texte est illégale parce que hors délai, ça veut dire que ces candidats ne devraient même pas être candidats. Mais pourtant, ils sont candidats. Et on sait tous qu'il soutient ce candidat. Vous pensez que c'est normal qu'un ministre en exercice ait un bâtiment public en son nom? Dans une république normale, ça ne peut pas se faire. Un ministre? Est-ce que vous pensez qu'un ministre en exercice peut avoir un bâtiment public en son nom? C'est-à-dire que la salle Dr Manaouda Madachi, ça existe à l'hôpital à Kintini. À l'hôpital à Kintini, il y a une salle de conférence qui s'appelle le Dr Manaouda Madachi. Est-ce que c'est lui qui a financé cette salle? Non. Au nom de quoi il a cette salle? Et depuis quand cette salle porte son nom? Cette salle existe depuis toujours. Mais professeur, est-ce que ça a un lien avec la question? Non, non, écoutez, vous savez, moi je suis un médecin. La médecine, c'est la sémiologie. On va à partir des prémices pour arriver jusqu'à quelque chose. Quand vous avez une proximité telle que ce qu'on connaît de ces 2 messieurs, et ça c'est connu, vous pouvez demander, le monsieur le ministre et le directeur de la Kintini ont une proximité qui déteigne forcément sur l'élection. On va appeler ça quoi? Le délit de proximité, le délit d'amitié, c'est ça? Ben, vous pouvez appeler ça comme ça si vous voulez. Vous reprochez donc à un candidat ou bien d'être proche du ministre de la Santé publique. Est-ce que cela est suffisant? Alors, curieusement, dites-moi pourquoi les seuls candidats qui voulaient absolument qu'il y ait élection le 29, dans un contexte de fraude massive, voulaient absolument qu'il y ait élection. C'est les candidats qui ont bénéficié de la magnanimité du ministre. Parce que, comme je vous ai dit, sa modification des textes du 13 mai est illégale. Cette modification est illégale. Et elle a bénéficié à 2 candidats, parmi lesquels le candidat dont nous soupçonnons une certaine proximité particulière. Ça bénéficie à ce candidat. Et ce candidat, jusqu'à aujourd'hui, je peux vous assurer que le fait même de n'avoir pas pu tenir l'élection le 18 mai, c'est de la catastrophe là-bas. Mais parce qu'ils étaient quasiment sûrs de passer. Et pour avoir une telle assurance, il faut avoir ménagé sa monture. Et je pense qu'ils ont ménagé sa monture. Et j'insiste encore, je termine en vous disant que moi, je n'ai pas de problème particulier avec qui que ce soit. Mais je n'aime pas l'illégalité, je n'aime pas l'injustice, je n'aime pas ce passage en force. Il me gêne, il m'a gêné. Et c'est pour ça que je dis, vous ne pouvez pas, je termine vraiment en vous disant que sur le plan de la morale, parce que moi je dis que nous devons ramener la morale et la déontologie au centre de nos élections. Vous ne pouvez pas avoir boudé l'ordre des médecins, on a parlé de ça tout à l'heure. Hein. Vous pouvez avoir boudé l'ordre des médecins pendant 10 ans, sans jamais cotiser. Et vous venez cotiser plus de presque 400 000 francs en une fois, parce que vous voulez être président. Vous allez venir diriger des gens qui se sont mouillés
Et Dieu sait qu'il y a des médecins ici là qui ont du mal à joindre les deux bouts et qui ont cotisé tous les ans. Vous savez que moi je suis entre la France et le Cameroun. Mais j'ai toujours cotisé, j'ai toujours été à jour. J'ai toujours été à jour. Pourtant, je n'exerce pratiquement pas au Cameroun, si ce n'est pour enseigner les étudiants. Mais je cotise. Vous soupçonnez le ministre Manaouda Malachi d'avoir un candidat et d'ailleurs vous indiquez que les modifications qu'il a apportées au texte et au règlement qui régissent le fonctionnement de l'ordre visaient tout simplement à faire passer certains de ces candidats au forceps. Pourtant, le ministre Manaouda Malachi, dans la réunion qu'il a organisée le 12 janvier 2023, a indiqué de façon claire qu'il n'a aucun candidat, qu'il ne protège aucun candidat. Et il a d'ailleurs indiqué que ce qui le préoccupe aujourd'hui, c'est la nécessité, n'est-ce pas, de respecter les étapes du processus électoral afin que le vote se déroule en toute régularité. Il a indiqué que ce qui le préoccupe, c'est la qualité d'électeur qu'il souhaite pour tous les médecins, jeunes ou anciens. Il a indiqué que ce qui l'intéresse, c'est la régularité des procurations. Il a ajouté qu'il a proposé de confier l'organisation des élections à ELECAM, Elections Cameroun, pour garantir justement la neutralité, l'impartialité de ce processus électoral à l'Ordre national des médecins du Cameroun. Vous savez, si on s'en tient qu'au discours du ministre de la Santé, on lui donnerait le bon Dieu sans... On dit quoi? Sans confession. Sans confession. On lui donnerait le bon Dieu sans confession. Mais ce ministre, pour moi, c'est une déception. On va marquer une pause dans cette émission La Vérité en face avec le professeur Aimé Boni. Une pause de quelques secondes et puis nous reviendrons dans la deuxième partie de cette émission La Vérité en face. Avec lui, nous évoquons la crise à l'Ordre national des médecins du Cameroun et bien évidemment, au-delà de la crise, nous parlerons du système de santé public dans notre pays. C'est dans le cadre de cette émission La Vérité en face sur Equinox Télévision. Retour sur le plateau de La Vérité en face avec notre invité, le professeur Aimé Boni, médecin des hôpitaux en France, médecin des hôpitaux au Cameroun. Il est médecin cardiologue et président de l'Association panafricaine de rythmologie. Il est notre invité dans le cadre de cette émission. Avec lui, nous faisons le point sur la crise à l'Ordre national des médecins du Cameroun, mais également dans cette deuxième partie sur les questions en rapport avec le système de santé publique dans notre pays. Professeur Aimé Boni, avant la pause, vous indiquiez que si on s'en tient au discours, eh bien on donnerait au ministre de la Santé publique le bon Dieu sans confession. Et vous avez ajouté que c'est une déception, le ministre de la Santé publique. Oui, le ministre, c'est une déception. Mais c'est très dur, ça. Ah oui, non, mais on avait tous espoir, parce que déjà, il est jeune. Voilà, il est plus jeune que moi. Hein. Voilà, il est jeune, il vient, il était enthousiaste, il faisait des sorties inopinées dans les hôpitaux et autres. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il nous reste? On a quand même le Covid-Gate, il y a la présomption d'innocence, d'accord, mais je peux vous dire que moi, en tant qu'acteur de la santé, j'ai des reproches particuliers à faire au ministre et à sa riposte contre la Covid. Mais ce n'est pas le débat. Oui, mais sur cette question, heureusement que vous dites que ce n'est pas le débat, mais sur cette question, vous savez au moins ce qu'il a obtenu une palme d'or de l'Organisation mondiale de la santé pour la stratégie qui a été mise en place au Cameroun pour lutter contre cette pandémie de coronavirus, justement. Mais quand ça arrange les Camerounais, l'OMS, c'est la référence. Et quand ça arrange aussi les Camerounais, ben laissez-nous votre OMS là parce que ils nous apportent les vaccins pour nous tuer et ainsi de suite. Là. Vous savez, moi, je suis un homme de terrain et croyez-moi, je suis un homme de terrain. J'ai vu ce qui s'est passé. Et je veux par exemple vous dire que à propos de la prise en charge et le protocole du traitement de la Covid au Cameroun, dans un pays sérieux, un ministre ne pouvait pas donner son quitus pour qu'on administre l'hydroxychloroquine aux patients alors que ça n'a pas fait ses preuves. Et je vous dis que ça n'a pas fait ses preuves. Je pense que j'étais l'un des rares médecins africains à le dire. Et je l'ai dit. Et la preuve, c'est qu'aujourd'hui, le même protocole camerounais a été modifié. Et l'hydroxychloroquine est sorti du protocole. Parce que ça n'a pas fait ses preuves. Parce que, monsieur le ministre, ne reste pas dans les clous. La science, c'est la preuve. C'est les preuves
formelles. Et il n'y avait pas de preuves, il a des conseillers, et quand il est même conseiller, il n'écoute pas ce qu'on lui donne comme conseil. Et à cause de lui, le Cameroun a dépensé beaucoup d'argent pour commander des hydroxychloroquine, on a dit en Chine ou je ne sais pas trop où, alors que ça ne servait à rien. Bon, disons alors, que c'est vous le technicien, l'homme de science, vous parlez, on vous écoute, mais sur les résultats, lorsqu'on s'en tient aux statistiques, on regarde les chiffres, les résultats, vous connaissez l'adage, la fin justifie les moyens. Alors, pourquoi est-ce que vous ne pensez pas que c'est un problème global? Vous connaissez beaucoup de pays africains qui ont eu l'hécatombe? Non. Les raisons ne sont en rien pour moi les mesures prises par l'État. Je suis désolé. Parce que vous voyez comment est-ce que les Camerounais se comportaient pendant cette période-là. Vous vous dites que Dieu est grand. Ah oui, c'est de ça qu'il s'agit. On n'a pas mis en place des mesures particulières. Et en plus, moi, je vais vous dire que ma mère est décédée de Covid. Hein. Ma mère est décédée de Covid. Et si je vous dis dans quelles conditions ma mère est décédée de Covid, j'ai envie de dire que ce ministre-là, il doit démissionner. Parce que vous ne pouvez pas expliquer que dans un hôpital de référence du Cameroun, hôpital de référence, et pas un hôpital de référence à Nguelmedouka, dans l'une des grandes villes du Cameroun, Douala, un hôpital de référence, où il n'y a pas l'équipement nécessaire pour soigner des malades atteints de détresse respiratoire pour Covid, où il faut aller dans un hôpital, dans une structure privée, où mon ami, Dr Tenga, va me donner quelques masques pour venir soigner ma mère. Et vous appelez ça un hôpital de référence. Et quand vous allez voir les raisons pour lesquelles l'État a une part de responsabilité, on va revenir sur ça. C'est-à-dire que l'équipement, la dotation des équipements, ici, là, n'est pas au rendez-vous pour pouvoir décemment soigner les malades. Donc, vous avez un ministre qui se balade partout. Quand il inaugure les scanners de 8, 16 barrets, quand c'est 64 barrets, alors là, vraiment, c'est le top. Pourtant, aujourd'hui, même dans le privé, au Cameroun, vous avez des scanners de 68 barrettes. Le barrette, c'est quoi? C'est la capacité de faire des tranches de saucisson, où vous voulez chercher le petit asticot qui a peut-être 1 cm à l'intérieur. Et vous faites des tranches de 3 cm. Si vous faites des tranches de 3 cm, la probabilité de tomber pile poil sur l'asticot est faible. Alors que si vous faites des toutes petites tranches, vous allez pouvoir donner. Donc vous allez pouvoir faire le plus petit diagnostic possible. Voilà ce qui se passe au Cameroun. Et quand vous voyez à combien a coûté ces scanners-là, c'est les prix des 128 barrettes. Pourtant, c'est les 8 ou 16 barrettes. On est dans le détournement des fonds, on est dans la prévarication et on ne peut pas dire que nous, les médecins, nous pouvons être satisfaits de cette façon de gérer le pays. Mais je reviens rapidement à ce discours pour dire que concernant le problème à l'élection présidentielle, l'élection à l'ordre du bureau, un ministre ne peut pas savoir qu'il y a un journal à gages qui passe son temps à détruire des médecins, qui a détruit le professeur Ndjok, qui m'a détruit. Et il se contente de ça. Pourquoi? Parce que nous évoluons à contre-courant. Ce n'est pas possible. Dans un pays sérieux, un ministre ne peut pas avoir un journal à gages contre ces médecins. Deuxièmement, dans un média concurrent, c'est aujourd'hui qu'on m'a envoyé cette vidéo, où le ministre dit que normalement, un médecin ne peut pas être inscrit dans un ordre étranger et être inscrit aussi à l'ordre camerounais. Il me vise. Vous voyez, on en est au point où un ministre fait pour un médecin qui a quand même une certaine opinion dans un pays, fait de lui sa cible. Professeur Meboni, on ne va pas rentrer dans... non, mais simplement pour dire... Non, oui. Je fais la précision, on ne va pas rentrer dans ces batailles-là parce que, de toute évidence, le ministre, ce que vous dites du ministre de la Santé, vous dites qu'il a un journal à gages, ce n'est pas vérifié, vous n'avez pas forcément des preuves là-dessus. J'en ai. Et bon, enfin, on ne va pas revenir là-dessus, on ne veut pas rentrer dans une affaire de débat ou de personne entre le professeur Meboni et le ministre de la Santé publique. Ce qui nous intéresse, ce sont les faits qui sont sacrés, c'est cela que nous analysons. Puisque vous parlez, par exemple, parce qu'à la fin de l'émission, on va revenir sur les solutions, mais puisque vous avez abordé la question en rapport avec le système de santé, je rappelle que le président de la République, dans son discours de fin d'année, a indiqué que l'offre des soins au Cameroun s'est améliorée en 2022. Je prends un extrait de son discours. Le centre hospitalier régional
de Garoua, l'hôpital régional de Garoua a été mis en service. Et puis grâce au relèvement donc, de l'infrastructure et du plateau technique, c'est ce que dit le chef de l'État, de plusieurs formations sanitaires, notre pays est désormais capable d'offrir des soins de qualité dans des domaines particulièrement pointus, tels que la chirurgie cardiaque ou la transplantation rénale, pour ne citer que cela. J'imagine que quand vous écoutez le chef de l'État et que vous vous rendez compte effectivement qu'il y a par exemple cette unité ou ce type de plateau technique qui a été mis en place, vous devez applaudir des deux mains, je suppose. Alors, personne ne peut nier qu'il y a des progrès. Personne ne peut nier que ces dernières années, on n'a pas construit des hôpitaux, on n'a pas équipé certains hôpitaux, qu'il n'y a pas des techniques nouvelles qui ont apparu au Cameroun. Personne ne peut nier ça. Effectivement, vous appelez la transplantation rénale qui s'est faite à l'hôpital général de Yaoundé. Je peux vous parler même de la chirurgie cardiaque qui se fait, déjà même si c'est irrégulièrement, mais qui se fait à l'hôpital général de Douala et même ça a aussi démarré à l'hôpital général de Yaoundé. Il y a un bon service de cardiologie à l'hôpital général de Yaoundé, avec toute l'imagerie médicale cardiovasculaire et puis donc la coronarographie, donc la cardiologie interventionnelle. Donc, ça se fait. Le problème, c'est toujours la proportion. Parce que vous savez, quand on part de quasiment zéro et qu'on fait un peu, effectivement, waouh, on voit, c'est visible qu'on fait. Mais il faut déjà se dire qu'en fait, est-ce qu'on avait le droit? Alors que dans les années 80, début 80, sous l'impulsion de l'OMS, on parlait de santé pour tous en 2000. Nous sommes en 2023. Donc plus de 23 ans après, des Camerounais et beaucoup d'Africains meurent encore pour du Panari parce qu'il n'y a pas des médicaments essentiels dans des hôpitaux et autres. On a parlé du cas des avocats tout à l'heure. C'est de ça qu'il s'agit. Donc on part de très loin. Et j'ai envie de dire que si on est des gens sérieux, si nous sommes des gens sérieux, nous devons aller plus vite que nous n'allons. Autrement dit, aujourd'hui au Cameroun, vous pensez que ce centre de transplantation cardiaque, encore que déjà ça peut aller, mais pour faire les coronarographies, c'est-à-dire que c'est l'examen qui permet de regarder les artères du cœur et d'aller mettre des ressorts pour écarter pour une bonne circulation, pour ne pas faire l'angine de poitrine ou alors un infarctus, ou alors d'autres techniques, allez, on va dire de pointe. Vous pensez que pour un pays qui compte au moins 30 millions d'habitants, c'est suffisant? Non, ce n'est pas suffisant. Et maintenant après, quand vous partez même dans ces hôpitaux de référence qu'on crée partout, moi j'ai toujours pour repère Douala et Yaoundé. Les hôpitaux de référence de Douala et Yaoundé ne peuvent pas être moins outillés que ces nouveaux hôpitaux qu'on crée ci et là, qui n'ont même pas le personnel adéquat. Parce que le tout n'est pas de construire des bâtiments, de mettre même des équipements, même si c'est des équipements fonctionnels. Mais il faut des gens outillés, formés pour faire fonctionner ces équipements. Et il faut que ces équipements-là aient une maintenance pour qu'ils ne tombent pas en panne. Je peux vous assurer que l'un des problèmes, si ce n'est même peut-être le problème majeur au Cameroun, c'est que, il n'y a pas forcément la compétence nécessaire dans tous les secteurs. C'est que vous pouvez, pour poser un acte, moi le médecin, j'ai besoin non seulement de connaître, mais je voudrais que mes assistants, les infirmiers, les paramédicaux soient formés, que le technicien qui va manipuler l'appareil soit formé, parce que c'est une chaîne. Et parfois, on a un médecin déjà qui s'est formé par ses propres moyens, il est en Occident et tout, il s'est formé, après il revient, il est compétent. Mais derrière, ça ne suit pas. Le résultat de course, l'efficacité n'est pas au rendez-vous. Alors, en plus, vous avez la plupart du temps, dans tous nos hôpitaux, les appareils tombent en panne. Quand un appareil tombe en panne, il n'est pas réparé. Vous savez pourquoi? Parce que nous avons des directeurs d'hôpitaux, pas tous, mais beaucoup de directeurs d'hôpitaux, soit parce qu'ils ne le savent pas, soit parce que c'est à dessein, ne mettent pas dans le budget de fonctionnement d'un hôpital la maintenance. Parce que la maintenance a un coût. Mais le problème au Cameroun, c'est que on se dit que bon, on a l'hôpital, ça va marcher, Dieu va nous aider, ça va toujours fonctionner. Le jour où ça tombe en panne, c'est-à-dire que faire venir un spécialiste pour réparer un appareil, c'est peut-être même la moitié du coût de l'appareil. Et donc, du coup,
l'appareil n'est pas réparé. Pendant des mois, l'appareil n'est pas réparé. Et en termes... Vous avez des exemples précis, professeur? En termes de mortalité évitable, vous avez ce phénomène-là. Parce qu'un malade va arriver dans un hôpital, il a déjà appris que dans cet hôpital, il y a tout. Mais quand vous arrivez, vous ne savez pas que l'appareil est en panne. On vous hospitalise, mais l'appareil est en panne. Et on va vous transporter de cet hôpital-là pour aller dans un autre hôpital. Et parfois dans des conditions, alors que vous devez être peut-être sous oxygène et autres, dans des conditions, parce que déjà le SAMU au Cameroun, c'est dès que sur le papier. Les ambulances, parfois, n'ont pas tous les équipements. Parfois même, vous partez en taxi. Voilà, le taxi, c'est le mode de transport dans un pays sérieux. Le plus couru. Et donc, on vous transporte le temps de vous amener dans l'hôpital ou bien dans le centre où vous allez avoir votre examen et vous revenez, vous perdez, votre situation s'aggrave et vous allez mourir. C'est de ça qu'il s'agit. Et un autre problème, c'est le médicament dans les hôpitaux. Moi, je n'ai jamais compris pourquoi dans quasiment tous les hôpitaux du Cameroun, si ce n'est tous les hôpitaux du Cameroun, 80% des prescriptions des médicaments sont achetés dans des pharmacies à l'extérieur. Oh, vous êtes malade, vous êtes même en réanimation. Dans une réanimation au Cameroun, le médecin vous prescrit quand même des médicaments qu'il fallait acheter. Alors que l'hôpital, la pharmacie de l'hôpital est censée avoir les médicaments essentiels et que le médecin doit prescrire quelque chose qui se trouve à l'hôpital. Mais on va vous donner une ordonnance à 22 heures. Le garde malade, ce n'est pas lui qui a de l'argent. Le financier, parce qu'on est dans un état où il n'y a pas la CSU jusque-là. Donc le financier est ailleurs. Donc le malade n'aura pas son médicament ce jour-là. Il faut attendre peut-être le lendemain. Oh, c'est un médicament essentiel, utile. Le malade va mourir. Ou alors d'ailleurs même, quand on a finalement amené les médicaments, c'est déjà tellement tard que finalement, le médicament n'est pas utilisé. Alors, il y a beaucoup de problèmes. Si on ne règle pas les problèmes de fonctionnement de notre hôpital, on sera comme au Tchad, au Niger, où ils ont construit des beaux bâtiments bien équipés. Mais les Tchadiens ne sont pas formés. Les Nigériens ne sont pas formés. It looks like there's a problem of the personnel here, but whereas at the start of the program, Prof, you raised the arguments that Cameroon is blessed to be a country with qualified medical personnel, most of them who are trained out of Cameroon. But in the course of the program, you are developing a concept which looks like there's a problem with the personnel. Where are the trained people that you are priding at the start of the program? Don't they want to practice or give their best when they are in Cameroon? No, I said that most of Cameroonian specialists trained abroad came back to Cameroon to perform. But the management of patients includes many sectors, many persons, not only the physician, but also the nurse, also the technician. But how many nurses and technicians train abroad? Few. When you come here with a new technique, you have to train also nurses and technicians. And that is not so efficient to work with people who have the different level of knowledge of their duty. It's very different. That is one of the problem. And the second thing is that although I said that many people have a good training, but not all. Not all. And in the country where the vast majority of physicians train in the different country with different level of training, of learning, the result is always challenging. In France, almost 99% of people train in France with the same curriculum, you know. So the management is homogeneous. In USA, even in Senegal, you don't have people who went abroad to have the specialty because they have all in Senegal. But many Cameroonians go outside. And the medical council have to look at this problem to have people
coming from some country where we don't know exactly if the training is so good. Mais lorsqu'on vous écoute, professeur, on a le sentiment qu'il y a un problème au niveau justement de la formation. Pourtant, il y a une floraison, il y a une pléthore d'institutions qui forment, n'est-ce pas, les personnels de santé. Et on a d'ailleurs remarqué qu'il y a quelques années, le gouvernement a dû initier un ensemble de réformes pour être sûr que les écoles qui font justement dans la formation de ce personnel de santé aient un certain niveau. Il y a une sorte de calibrage avec une sorte d'harmonisation des programmes, l'organisation des concours, etc. Est-ce que vous êtes en train de dire que ces réformes n'ont pas porté des fruits? Mais, M. Duval, je suis sûr que vous-même, vous savez que vous n'êtes pas sérieux quand vous pensez que ceci est vrai. Parce qu'une chose est de pondre des textes. Une autre, c'est la réalisation sur le terrain. Vous savez, nous sommes dans une politique où la quantité prime sur la qualité. Ce n'est pas nécessaire d'avoir autant, je parle même déjà au plus haut niveau, de facultés de médecine, d'hôpitaux, si finalement le fonctionnement, même des hôpitaux ou des facultés de médecine de référence pose un problème. Est-ce que vous savez qu'à la faculté de médecine de Douala, je suis enseignant professeur à la faculté de médecine de Douala, est-ce que vous savez que le taux d'absentéisme des étudiants frise les 80%? C'est-à-dire que dans une promotion de 100 étudiants, quand vous avez 20 qui viennent à votre cours, vous êtes content. Et ça, c'est pour tous les cours, tous les enseignements, tous les enseignants. C'est comme ça là que ça se passe. Et à la fin de cette année d'études, l'étudiant reçoit quand même son diplôme. Vous vous demandez comment est-ce qu'il a fait. Oui, mais c'est vous qui les évaluez, professeur. Alors, c'est nous qui les évaluons, mais le problème c'est que ce n'est pas forcément l'enseignant qui décide. Et vous connaissez que moi, je n'ai pas ma langue dans la poche. Et dans le forum des enseignants, je le répète tout le temps. Déjà, les enseignants sont silencieux. Ils sont silencieux parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de leur carrière. Ils ont peur de dire que oui, monsieur le doyen, ça, ce n'est pas normal. Mais peur de quoi? Vous avez des étudiants qui ne viennent pas à l'école, qui ne prennent pas des cours, à qui on va confier des vies demain et qui n'ont pas le niveau. Et vous dites que les enseignants ont peur de le dénoncer? Alors, je vous dis, je répète encore, les enseignants ont peur de dénoncer. Ils ont peur de dénoncer. Pas plus tard que hier, j'ai encore relancé ce débat dans le forum. Il n'y a qu'une seule personne qui a réagi. Tous les autres, c'est silence radieux. On est dans un pays qui va très mal. Hein? Vous ne savez pas jusqu'à quel point on va très mal. Quand l'élite se planque, vous pouvez comprendre que le peuple est abandonné. Quand l'élite se planque, le peuple est abandonné. Et donc, et ce n'est pas tout. Maintenant, l'étudiant va sortir. Après cette année, on appelait ça à l'époque l'école buissonnière. Donc les étudiants de la faculté de médecine de Douala font l'école buissonnière. Il faut que vous le sachiez. Les gens qui vous soignent là, beaucoup font l'école buissonnière. Et après, ils font leur thèse. Comment ça se passe dans la thèse? Il y a une circulaire du ministre de la Santé, de l'Enseignement supérieur qui réglemente le nombre de thèses par directeur de thèse, donc l'encadrement d'un étudiant. Parce que la thèse, c'est ça qui sanctionne le parcours d'un étudiant et qui l'initie un peu à la recherche. Parce qu'on ne peut pas faire la médecine sans la recherche. Est-ce que vous savez que d'après ce statut, aucun encadreur ne peut avoir plus de 8, allez maximum 10 thèses par an? Parce que vous devez, l'étudiant ne sait rien, vous devez le manager, le coacher. Et vous ne pouvez pas, avec toutes les autres charges, encadrer plus de 10 thèses. Et encore que souvent, beaucoup ont aussi des thèses qui à Bafoussam, qui à Yaoundé, qui à Banganté et autres. Les gens donc se retrouvent avec 10 thèses. Donc déjà dans une même faculté, avoir plus de 10 thèses, ce n'est pas normal. Est-ce que vous savez qu'à la faculté de médecine de Douala, depuis des années, il y a une mafia de thèses qui fait que vous avez des enseignants qui ont 15, 20 thèses, pendant que d'autres ont peut-être 2 ou même pas de thèse. Et ça doit être régulé par le doyen de la faculté, qui refuse de le faire depuis. Résultat des courses, quand vous êtes membre d'un jury de thèse, vous voyez un étudiant vous présenter son travail, vous demandez s'il a eu un encadreur. Et il va sortir médecin. Non seulement il a fait l'école buissonnière, et que même dans les stages à l'hôpital, un coup il vient, un coup il ne vient pas. Il ne va jamais au cours magistraux à la faculté. Donc il ne connaît pas grand-chose, mais il va sortir diplômé. Et c'est lui qui va vous soigner, qui va me soigner. Mais professeur Boni, ce que vous décrivez est extrêmement grave. Vous savez pas dans le dos.
Alors, je vais donc vous dire, je vous fais maintenant un scoop. Ma deuxième lettre, j'accuse au président de la République, c'est sur ce sujet-là. Parce que c'est plus grave que vous ne l'imaginez. C'est un crime contre l'humanité, ce qui se passe à la faculté de médecine de Douala. Et je parie que ce n'est peut-être qu'à la faculté de médecine de Douala. Vous avez beaucoup de médecins là qui sont dehors aujourd'hui, qui sont sortis, qui ne sont pas des médecins. Ils ne connaissent pas grand-chose parce qu'ils n'ont pas appris. Et la faculté de médecine de Douala valide ça. Alors, on ne va peut-être pas faire une fixation sur cette faculté-là, mais on va poser le problème de façon globale. Vous dites donc qu'il y a certes du matériel de pointe qui est mis en service selon les indications qui sont données par le chef d'État. Vous dites que malgré cela, il y a un problème au niveau de la maintenance, le premier problème que vous avez soulevé. Ensuite, vous posez le problème de la formation des médecins. Est-ce qu'au finish, ce n'est pas tout cela qui justifie certains manquements qui sont observés à l'entame de l'émission tout à l'heure? Nous avons parlé de ce contentieux qu'il y a très souvent entre les patients et les médecins. Et j'indiquais tout à l'heure qu'il y a à peu près 2 ans là, il y a une situation qui a été, on va dire, regrettable, où un patient, avocat au barreau du Cameroun, s'est retrouvé dans un hôpital où, sur un détail, n'est-ce pas, il a perdu la vie. Et le rapport d'enquête qui a été rendu public indique qu'il y a eu des manquements graves du corps médical sur le sujet. Dans une situation comme celle-là, quelles sont les leçons qu'il faut tirer? Alors, M. Duval, avant de répondre à votre question, là quand même, je vous prends à témoin. Je vous montre une image que j'ai envoyée dans le forum des enseignants. Le forum des enseignants. Ça, là, c'est un cours de cardiologie délivré par un professeur que je suis. 5e année. Ils sont une centaine d'étudiants. Regardez vous-même, comptez le nombre d'étudiants que vous voyez. Et ça, c'est régulier. Vous voyez, étudiants. Alors, on va revenir, on va continuer sur la question que j'ai posée en rapport avec ces problèmes-là. La question, par exemple, de la responsabilité pénale de ces médecins suite à des cas de manquement d'ordre éthique et déontologique. Alors, les cas de manquement, il y en a partout. Il y en a en France, aux États-Unis, autres. Il y en a, on ne peut pas éviter ça. Il y a des hôpitaux, mais les hôpitaux les plus courus dans le monde ont leur part de procédures, même voie pénale ordinale et puis pénale, pour manquement dans la prise en charge de tel ou tel malade. Le problème toujours, c'est de rester en dessous d'un seuil critique, où là où clairement on se dit qu'il y a un problème de formation et de soins. Ce que ça implique aussi comme équipement, maintenance, formation médicale continue. Parce que le médecin doit se former continuellement. L'aide-soignant doit se former continuellement. Et c'est le rôle de l'État, justement, de donner des moyens pour se former complètement. En France, même avec le statut que j'ai l'obligation de valider certains certificats de formation. Bon, c'est peu, voilà, mais il faut le faire parce qu'on passe sur le principe que ce n'est pas que pour les enseignants de haut niveau, les jeunes médecins, tout le monde a besoin de ça. Et ça, quand vous le faites, vous avez une rémunération parce que pendant votre temps de formation, vous ne pratiquez pas. Si vous êtes par exemple du privé, vous ne pratiquez pas. Et si vous ne pratiquez pas, il y a une perte un peu d'activité. L'État compense ça en vous payant l'heure de formation que vous aurez accomplie. Donc l'État met les moyens. L'État met les moyens et l'Ordre des médecins doit demander à l'État de mettre les moyens pour ça. Et donc, finalement, on se rend compte que nous sommes dans un pays où la formation a un problème. Et c'est pour cette raison que beaucoup de médecins, par exemple, ici, là, vont se former à l'étranger. Il y a très peu d'Africains qui viennent se spécialiser au Cameroun. Hein. L'inverse, on va tous au Sénégal, mais on vient très peu ici. Donc, ça prouve que les équipements ne sont pas forcément au rendez-vous. Le personnel n'est pas forcément au rendez-vous. Et puis, donc, le malade est très souvent non satisfait. Et quand il est insatisfait, comme on l'a dit et tout, il faut établir les responsabilités. Il faut s'adresser à l'ordre. Et il faut même que les avocats aussi, en plus ils ont déjà eu deux cas, il faut que les avocats puissent avoir comme spécialité le droit
sanitaire, le droit de santé, parce qu'il y a des avocats qui sont spécialisés dans ça en Occident, où ils ont eu des formations, des connaissances sur la santé, et ils peuvent s'appuyer sur le code de santé. Et là, c'est un autre problème, parce que est-ce que vous savez que le Cameroun n'a pas un code de santé publique. Dans tous les pays du monde sérieux, il y a un code de santé publique. Et c'est sur la base de ce code de santé publique qu'on adopte le code de déontologie dont on parle à l'ordre des médecins aujourd'hui. Il y a un code de déontologie qui a été actualisé, mais il n'y a jamais eu un code de santé publique. Le code de santé publique, c'est un peu le pendant du code civil ou du code pénal. Parce que la santé, c'est un domaine particulier dans un pays. Et on n'en a pas. Et moi, j'appelle même donc monsieur le ministre de s'occuper un peu de ça. Il faut qu'on adopte un code de santé publique. Et ça permettra de résoudre beaucoup de problèmes. Parmi lesquels, est-ce qu'un médecin qui est inscrit à l'ordre en Norvège, au Qatar, aux États-Unis, est-ce que ce médecin-là peut exercer au Cameroun en s'inscrivant aussi à l'ordre des médecins du Cameroun ou pas? Il y a des pays qui refusent ça. Un pays comme la France n'accepte pas la double appartenance à deux ordres. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Parce que la France est suffisamment nantie pour ne pas avoir besoin de l'aide de sa diaspora pour soigner ses malades. Le Cameroun a besoin de la diaspora pour soigner ses malades. Simplement parce qu'il y a des médecins qui sont à l'étranger, qui ouvrent des cliniques ici, qui équipent les cliniques, qui soignent les malades, au point où les malades qui sortent des hôpitaux de référence sont transférés dans ces structures-là pour avoir des examens qui n'existent pas dans les hôpitaux de référence. Et vous dites, on en a besoin. Donc, quand le ministre de la Santé, je reviens un peu sur lui, il a donc donné une interview à un média concurrent où il dit les médecins qui appartiennent à un autre ordre à l'étranger ne doivent pas s'inscrire. D'ailleurs, il n'y a aucune loi qui le dit. Il le dit parce qu'on lui a soufflé ça, mais sauf que ce qu'il oublie, c'est qu'il n'y a même pas de code de santé publique. Si dans le code de santé publique, on inscrivait ça, vous verrez donc des médecins qui veulent venir exercer ici, là, parce que vous ne pouvez pas exercer si vous n'appartenez pas à l'ordre du Cameroun. Et des médecins qui viendraient exercer ici, là, ils seraient butés donc au fait qu'ils ne peuvent pas s'inscrire parce qu'ils appartiennent à notre... Mais ça, c'est un problème pour le Cameroun. Donc, normalement, si on a un ministre sérieux, si on aime ce pays, on ne peut pas lancer ce débat parce qu'il n'est pas bon pour un pays qui dépend beaucoup de sa diaspora. Parlons justement de la diaspora. De votre point de vue, quelle peut être la contribution de cette diaspora? Dieu se sait qu'elle est nombreuse, cette diaspora, notamment pour ce qui concerne les médecins camerounais qui exercent dans beaucoup de pays en Occident et même en Amérique du Nord. Qu'est-ce que la diaspora camerounaise peut apporter dans l'amélioration du système de santé ou, si vous voulez, sur les questions de santé publique de façon globale dans notre pays? À tout seigneur, tout honneur. Je vais vous dire que moi, personnellement, je mène des actions dans les hôpitaux. Je n'ai pas besoin de faire la publicité de ça. J'ai un appareil d'échographie cardiaque de très haut niveau de qualité qui se trouve dans un hôpital de district de Douala. J'ai déposé ça pour faire des échographies cardiaques où le ministère a affecté un médecin cardiologue. Vous ne pouvez pas, soyons sérieux, vous ne pouvez pas prendre un spécialiste, vous l'envoyez dans un hôpital sans accompagnement. Vous voulez que ce médecin-là fasse la médecine, il va faire la cardiologie comment? Monsieur le ministre Malachi, soyez sérieux, vous ne pouvez pas faire ça. Donc dans cet hôpital-là, c'est mon appareil qui s'y trouve. Donc les malades du Cameroun sont soignés avec mon appareil, mon argent, de mon cabinet médical français. Donc quand on insulte même la France et tout, là, il faut savoir que la France nous aide par le biais de ce genre de mécanisme. Donc soyez sérieux. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc le nombre... Comment le Cameroun peut tirer profit de ce nombre important de médecins camerounais qui exercent à l'étranger? Mais il faut créer des conditions pour que la diaspora continue à venir au Cameroun. Et quand vous voyez qu'on nous annonce que les visas vont augmenter, parce que quand on parle de la diaspora, il y a des gens de la diaspora qui en fait, parce qu'il n'y a pas de double nationalité au Cameroun, qui sont déjà suédois, français ou autres, ils ont besoin de visas. On vous dit qu'on va augmenter le prix des visas, ça va passer du simple au double ou au triple. Mais c'est pour décourager les gens. Et ensuite, on n'a même pas de compagnie aérienne.
Cameco ne fait plus Douala Paris, qui est quand même la plateforme. Donc pour venir au Cameroun, surtout à certaines périodes, vous allez débourser peut-être 2 000 euros ou 3 000 euros de billets d'avion. Comment est-ce que vous allez pouvoir aider alors que vous venez faire du bénévolat? Donc il y a des problèmes structurels et il y a des problèmes conjoncturels. Il faut mettre ça. Et ensuite, vous parlez par exemple de l'enseignement. Vous savez, moi, en France, je travaille dans des conditions idéales, mais qui peuvent exister au Cameroun, mais qui existent très peu au Cameroun. Et donc, ça veut dire que je fais des techniques que je ne maîtrise pas seulement parce que j'ai lu, mais parce que je pratique ça tous les jours. Ce qui veut dire que quand vous venez faire un enseignement, où vous devez apprendre, dire des choses aux gens, des médicaments qui n'existent même pas au Cameroun, sur le marché camerounais, qui existent en France, que j'utilise au Cameroun. Mais quand je vais faire un cours, à ceux-là, les 20% des étudiants qui viennent, je leur parle de ce médicament. Ils sauront au moins ça. Donc, ils sauront que ça existe. Donc, demain, si ça arrive, ils seront déjà maîtrisés. Donc, un médecin, fut-il cardiologue, qui travaille dans les conditions du Cameroun, mais il y a des choses qu'il ne saura pas. Il ne saura même pas aussi transmettre ça. Donc, en termes même d'enseignement, la diaspora a un apport important. Et en termes de soins, je vous ai démontré que la diaspora fait beaucoup de choses. Il y a beaucoup de gens de la diaspora qui ont des structures privées, ici, là, dehors, et d'autres qui viennent dans des missions humanitaires pour soigner des Camerounais. And help people. And now you, in the course of developing, you said that one of the district hospitals in Douala is using your machine. Now, I was just curious. I was asking, like, is this kind of machine, as you call it, very expensive that the government of Cameroon cannot afford for district hospitals in Douala and all over Cameroon? No, it's not unaffordable. If it's just the matter of willingness, the matter of willingness. The government and the Minister of Health have a lot of money to pay such equipment in all hospitals where he sent specialists. You can't send specialists somewhere without giving this specialist the condition to work. So it just, you know, the saupoudrage. Hein? On va dire, bah oui, on a ouvert des hôpitaux un peu partout, on a des spécialistes un peu partout. Mais le problème, c'est pas ça. Le problème, quand même, c'est le patient qui vient. Est-ce qu'il est soigné ou est-ce qu'il n'est pas soigné? Et dans beaucoup d'hôpitaux au Cameroun, les malades ne sont pas soignés comme ils devraient être soignés. Et je vous ai encore dit qu'il y a eu dernièrement à Yaoundé une formation organisée par l'OMS sur la prise en charge des malades aux urgences pour réduire la mortalité évitable. Parce que la mortalité évitable, aujourd'hui, est un facteur très important qui renseigne sur l'offre de soins dans un pays. Il y a une formation prescrite par l'OMS. Parce que, j'ai envie de vous dire de manière grossière, 60% des morts au Cameroun sont évitables, auraient pu être évités si on avait une gouvernance sanitaire plus efficient. In regions like the Northwest and Southwest, for example, you and Juval, in few minutes ago, were talking about the government that has taken major steps. Even in his reading of an excerpt of the message of the head of state, he said the head of state prided that Cameroon succeeded in putting up referral hospitals like the one of Garwa in the North region. Recently, we had some of the technical equipment brought to the hemodialysis unit of the Ngaoundéré University, that's in the Adama region of Cameroon. But initially, the government had programmed to build referral hospitals in the headquarters of the 10 regions of Cameroon. We have seen it go effective in Douala, we have seen it in Bafoussam, the West region, in the North, in Garwa, in the East, in the Far North. But now, when you want to look at the two English-speaking regions of Cameroon, Northwest and Southwest, the referral hospital project of Boya has not gone over 10% in construction. That of Bamenda too has not gone over 15%. In that case, what are the risks that the people, inhabitants of this region, go through with the absence of such very important health infrastructure? It's very surprising that this region didn't have the same level of equipment than other regions. It's not normal. It's a matter of governance. I don't have the true answer for that. Is it because of the war in Nozo and so on? But it's not normal. They should have the same equipment, the same level of management as others. But we have to address
this concern to the head of state. I didn't know about it, but now, because one of my role is to Raise the alert. raise alert Yes. in the right way, because I am a Republican. I love this country. It's my country. I know that we can live better. We can live better. It just needs to have the right person in the right place. Deux choses pour sortir de cette émission, professeur Aimé Boni. La première, c'est un rapport avec le système de santé publique que vous avez décrit tout à l'heure, en indiquant qu'il y a un certain nombre de problèmes qui font que les Camerounais ont des difficultés à accéder aux soins de santé. Et vous avez évoqué le cas de l'Université de Douala. Je voudrais vous indiquer ici que nous, à notre niveau, nous allons faire une enquête rigoureuse sur la question pour nous approprier, pour rassurer nos téléspectateurs sur l'efficience, si vous voulez, sur la vérité des déclarations que vous avez faites sur l'Université de Douala, qui sont quand même assez graves, assez fortes, et il faut le rappeler. Donc, nous allons faire des investigations là-dessus. Je vous invite à le faire, et c'est même urgent. Alors, maintenant, pour sortir de l'émission, on va terminer par là où nous avons commencé. La question de la crise à l'Ordre national des médecins du Cameroun. Au-delà des questions de droit, au-delà du juridisme, oui, la forclusion par rapport au délai de fabrication du fichier électoral, ou bien le modus operandi, parce qu'on a entendu dire que les listes ont été publiées par WhatsApp, alors que les textes indiquent que ça va être par mail. Il y a également notre contentieux autour de 638 médecins inscrits en 2022 et qui sont contestés, entre autres. On vient de voir que le président de la République, peut-être à la suite de la lettre ouverte que vous avez publiée, a réagi à travers le SGPR, qui a écrit au secrétaire général des services du Premier ministre en lui demandant de prendre toutes les dispositions utiles et nécessaires permettant de garantir l'organisation de l'élection du bureau de l'Ordre national des médecins du Cameroun dans des conditions de sérénité, d'objectivité et de transparence. Ça vous rassure? Si oui, quelles sont de votre point de vue des précautions qu'il faut prendre dès maintenant pour être sûr que demain, on organisera une élection qui sera plus contestée et qu'on aura au bout du compte un ordre, puis un président de l'ordre qui a non seulement la légalité, mais la légitimité? Vous savez qu'on est dans un pays très clivant. Si vous n'êtes pas pour quelqu'un, vous êtes contre quelqu'un. Et en général, si vous n'êtes pas pour le RDPC, si vous n'êtes pas pour le RDPC, vous savez que vous êtes pour le RMRC et vice-versa. Et donc moi, je suis étiqueté comme MRCiste. Moi, j'ai aucune carte d'aucun parti et tout, mais c'est un peu ça. Et donc, les partisans du MRC, dans les réseaux sociaux, souvent les fous furieux, là, ils ne se gênent pas souvent. Oui, professeur, on est d'accord avec toi, machin, truc et tout. Mais il suffit que vous fassiez, que je fasse une lettre de remerciement au président de la République pour avoir répondu favorablement à notre demande. Je suis devenu l'ennemi des MSistes. Mais c'est fou, on est dans un pays terrible. Et vous allez voir des gens qui vous donnent des leçons alors que leur parcours, leur état de service, vous ne savez même pas s'ils en ont et tout. Donc je vais dire ceci. Je vais dire que moi, je pense qu'on me connaît assez. Quand c'est bon, c'est bon. Je n'ai pas de problème avec ça. Je suis assez contre la façon dont notre pays est gouverné. Ce n'est un secret pour personne. Mais quand le chef de l'État pose un acte que j'estime républicain, je le salue. Et je dis encore, Monsieur le Président de la République, merci d'avoir écouté les médecins. Pas Aimé Boni, je suis qu'une petite personne. C'est beaucoup de médecins. Et même les gens qui n'ont pas signé, mais qui portent cette problématique à cœur. Merci. Donc la décision, elle a été bonne. Elle a été bonne parce que maintenant, en fait, si vous voulez, c'est un challenge pour les médecins. C'est bien beau de dire que, ben oui, le ministre s'est immiscé dans nos affaires et tout. Maintenant, la balle est dans notre camp. Est-ce que nous allons pouvoir proposer une sortie de crise consensuelle, honorable, et qu'on ira donc vers
Monsieur le Premier ministre, comme l'a prescrit le président, pour dire que bon, voici ce que nous pensons et allons aux élections. Parce que si nous n'allons pas aux élections, si nous ne réussissons pas à organiser ça, ce sera une énième défaite pour nous. Donc j'appelle tous les médecins du Cameroun à être sérieux. Laissez le partisanisme, laissez, si ce n'est pas lui, ces personnes, ainsi de suite là. Trouvons une solution et mettons au centre de nos intérêts l'éthique, la morale, pour que nous ayons le meilleur président possible. Moi, c'est mon message. Et je vais œuvrer pour que ce qui va sortir de nos débats ne suscite plus les blocages que nous avons eus jusque-là, pour que Monsieur le ministre ne soit pas obligé à nouveau de revenir dans la danse. Parce qu'en fait, c'est une défaite pour nous si nous ne sommes pas capables d'organiser cette élection et que ce soit en fait le gouvernement qui le fasse à notre place. Quand même, l'ordre des médecins, c'est au minimum, pour le moins instruit, c'est Bac plus 7. Et si vraiment un Bac plus 7 ne peut pas être sérieux, alors là, on ne peut pas bien soigner les malades. On ne peut pas soigner des malades si on ne peut pas nous organiser pour élire notre bureau. Merci, professeur Aimé Boni, d'avoir accepté de venir échanger avec nous dans le cadre de cette émission de La Vérité en face. C'est moi qui vous remercie pour cette invite. Et je dis bravo pour tout ce que vous faites pour le débat démocratique et l'essor du Cameroun vers une émergence un jour. Professeur Aimé Boni, vous êtes médecin, cardiologue, vous êtes médecin des hôpitaux en France et au Cameroun et vous êtes président de l'association panafricaine de rythmologie. Merci à vous, Armstrong Forby. Thank you, Joval. Maybe it was important that you said that Prof is also a sports lover. It's right, football. The president of Renaissance Club de Douala, moving to Renaissance Club de DA, who play in the league departmental. I played football very well sometimes, but I chose medicine. That's why. But I still playing in the Veteran Club de Douala. My president of Veteran Club de Douala is Bel Joseph Antoine. Because I love football, because thanks the presence of the new president, Samuel Eto'o, in this federation, I decided to take my responsibility and create your football club. Creating my football. So I manage young people. You know that we don't have the financing from FECAFOOT, just our own proper means that we support these young people to learn how to play football and maybe to become the professional sometime. That is my second life. Merci infiniment à vous, madame, monsieur, d'avoir regardé cette autre livraison de La Vérité en face. Merci à toutes les équipes techniques autour d'Ephraim Emile, Eric Watat, Carlos Minoué. Merci à vous, madame, monsieur. Bon dimanche et à très bientôt. Au revoir.